Bonjour. Il y a des journées comme ça, on se demande des choses qui se passent. Et je viens des États-Unis pour vous parler, et puis je prends un hôtel tout à fait au hasard, et j'atterris dans l'hôtel d'Angleterre, rue Jacob. Il se fait que c'est l'ancienne ambassade d'Angleterre où a été signée l'indépendance des États-Unis il y a 235 ans. Je me dis, c'est un signe peut-être, on ne sait pas. Et puis comme je viens des États-Unis, je dois commencer une histoire toujours par quelque chose de personnel. Ah, vous savez, Alors, il se fait qu'il y a à peu près 15 ans, j'étais le directeur du réseau européen des musées de sciences, et j'ai organisé pas très loin d'ici, à la Cité des sciences et de l'industrie, ce qu'on appelait un forum de directeurs pour les directeurs des musées de sciences. Et j'avais réussi un partenariat avec la Commission européenne pour faire venir tous les patrons de recherche qui travaillaient sur le changement climatique, à cette époque-là, il y a 15 ans. Et il y avait une histoire là qui m'a frappé et qui me reste toujours et qui est un peu un symbole pour ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Ce qui m'a convaincu là que le changement climatique était réel, c'était la présentation d'un chercheur italien. Il avait fait un travail sur les tableaux de Canaletto. Et Canaletto est un peintre italien qui a fait des peintures de Venise, mais avec une telle précision, utilisant les boîtes noires. Vous savez, vous avez vu ça par ailleurs sans doute déjà, où des peintres ont reproduit sur un chevalet exactement ce qu'ils voyaient grâce à une boîte noire qui traduisait leur vue. Et quand on compare les tableaux de Canaletto avec des images d'aujourd'hui de Venise, on voit la différence de niveau de l'eau. On voit l'eau qui monte, on sait que Venise descend dans la lagune, mais on sait à quel rythme. On fait la différence et on peut mesurer la montée des eaux qui est due au changement climatique. Et donc ça m'a toujours inspiré de dire que quand la science s'allie avec l'émotion, avec la beauté, la communication sur le sujet devient beaucoup plus facile. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense le partenariat que nous avons créé maintenant est peut-être venu exactement au bon moment. Mais avant ça, juste un mot sur ce que je représente aujourd'hui. Je suis le directeur des relations internationales de l'association des centres de sciences et des techniques, qui est une association internationale basée à Washington, mais nous avons 700 institutions à travers le monde et nous avons à peu près 120 millions de visiteurs dans ces centres chaque année. La différence entre un centre de sciences et un musée, c'est peut-être, je vais caractériser un peu trop sans doute, mais c'est peut-être la différence entre la Cité des sciences et le Musée de l'Homme, si vous voulez. C'est un lieu où les gens arrivent pour interagir avec ce qu'ils voient. Ce n'est pas une activité passive, on ne vient pas regarder des choses, on ne vient pas uniquement pour traverser, on ne le fait pas de façon individuelle. En général, quand on vient dans un centre de sciences, on vient en groupe avec une école, en famille ou avec des amis ou des choses, et on le fait parce qu'on a vraiment l'intention d'utiliser ce qu'on apprend. Et on voit ça de plus en plus. Toutes les études le montrent, c'est que de plus en plus les visiteurs dans les centres de sciences essayent d'utiliser ce qu'ils apprennent pour des résultats directs, que ce soit pour savoir quelles sont les grandes orientations dans le monde du travail, quelles études faire, mais aussi quels sont les grands problèmes que notre société est en train d'avoir en face d'elle, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que le monde demain soit meilleur. Et surtout les jeunes, aujourd'hui, et quoi qu'on en dise, les jeunes sont tout à fait partants pour apprendre comment la science peut aider à créer un monde meilleur. Et cela dit, il y a des tendances quand même qui changent, il y a des tendances qui changent la façon dont on travaille. C'est que de plus en plus les centres de sciences qui étaient des lieux où on manipulait pour comprendre les phénomènes scientifiques développent des programmes et des expositions qui touchent à des enjeux globaux. Et ce n'est pas par hasard, il y a des expositions sur les changements climatiques partout, il y a des expositions sur l'accès à l'eau potable, sur la biodiversité, sur tous ces thèmes, vous allez les trouver. D'ailleurs, tous les ans maintenant, le 10 novembre, en partenariat avec l'UNESCO, nous faisons une journée mondiale des centres de sciences, et le thème de cette journée, c'est communiquer les enjeux du développement durable, les objectifs des Nations Unies sur le développement durable. Et quand on a commencé ça, les musées se sont adressés à nous, ils nous ont dit, mais les Nations Unies, le développement durable, les objectifs,
2030, c'est quoi? Et je leur ai dit à chacun qui venait me voir, j'ai dit, retournez dans votre musée, regardez vos expositions et regardez les programmes que vous faites. Et si vous trouvez que vous ne touchez à aucun des objectifs du développement durable, alors vous revenez me voir. Jamais personne n'est revenu, parce que tout le monde le fait. La seule chose, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on est tous dans un mouvement global et qu'il y a des choses qui dépassent les institutions. Donc, on fait des expositions au-delà des phénomènes, et en même temps, on voit que le public change. Et le public change parce que il veut, comme j'ai dit, venir dans un musée pour apprendre des choses, utiliser ces choses-là pour changer le monde dans lequel il vit. Et je peux me baser sur pas mal d'études, mais notamment une qui est faite à travers les États-Unis, où on fait chaque année la même étude. On essaye d'évaluer les attentes du public par rapport au musée, et depuis quelques années, on voit qu'il y a une dissonance entre ce qu'ils attendent et ce que les musées offrent. Donc ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait encore à l'endroit où les gens voudraient qu'on soit, et chaque année, ils sont de plus en plus frustrés de ne pas trouver dans les musées les solutions aux problèmes qu'ils essayent de résoudre. Et donc, les musées ne se sont pas encore rendus compte, et les centres de sciences ne se sont pas encore rendus compte assez de ce phénomène, mais je pense qu'il va s'agrandir à cause de la globalisation, à cause de toutes sortes d'éléments dont on peut parler, mais il se fait que le public demande autre chose que des phénomènes scientifiques. Il demande à quoi, pourquoi. Et donc la plupart du temps, c'est parce qu'on a des enjeux qui sont globaux et qu'on veut traiter. Et puis il y a un changement important, c'est l'omniprésence des nouvelles technologies. Quand les jeunes ont une question scientifique, ils ne se ruent pas au premier musée venu, ils vont sur leur téléphone, ils googlent la réponse. Et donc nous, on est confrontés à ce sujet-là. Et donc cette idée que pour le moment, il y a cette convergence entre les changements de ce que proposent les musées de sciences et l'urgence d'agir. Le rapport des Nations Unies qui est sorti il y a 3 jours montre qu'au lieu de progresser, on recule dans le combat contre le changement climatique. Et donc les coraux sont un sujet extrêmement important parce qu'ils sont extrêmement sensibles au moindre changement de la température. Et donc le moment est important. Et il y a les changements qui se passent dans les musées, donc le partenariat devenait quasiment naturel. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un projet alors sur ce sujet? Il faut se demander qu'est-ce qui se passe quand on va dans un musée. Comme j'ai dit avant, c'est une expérience collective, on vient en groupe et on essaye de se poser des questions. Ce qu'on voit, et les centres de sciences provoquent cela. Ils disent, ils veulent que les gens, quand ils voient des phénomènes, se posent une question. C'est un peu la partie de la méthode scientifique. Et on engendre cette réflexion en essayant de dire, voilà, si vous faites cette action-là, essayez d'imaginer quel va être le résultat. Et il faut se poser des questions à partir de ce moment-là. Et on en discute entre visiteurs. Et c'est ce dialogue-là qui permet de poser d'autres questions. Et c'est ça qui, effectivement, permet une appréhension, une éducation sur le sujet beaucoup plus intéressante que simplement pousser un bouton. Et donc c'est ça qu'on se rend compte qui fait l'évocation chez les jeunes et quand on interroge beaucoup de scientifiques, certains vont vous dire, ou la plupart vont vous dire, je me suis vraiment dit que j'allais devenir scientifique parce que j'ai visité un musée et que j'ai fait ces expériences-là. Et donc, comme je disais, ce qui se passe, c'est que les musées maintenant font le lien entre ce que vous voyez et ce que vous expérimentez et ce qui se passe dans la société. Alors, comment est-ce qu'on a traduit ça dans le travail pour ce que la Fondation nous a demandé? L'important, c'est le message. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? Qu'est-ce qu'on va dire qu'ils n'entendent pas? Et le fait qu'on entend plusieurs choses à plusieurs endroits est parfois un peu près de la confusion. Alors, grâce à un groupe de travail qu'on a fait ici avec la Fondation et pas mal de partenaires, et je veux signaler ici Elodie qui est là, Mireille et Corinne Copin qui est là, qui m'ont vraiment... Tout ce que je sais sur les coraux, c'est elles qui me l'ont appris. Donc voilà, ne m'interrogez pas après sur... et nous ont aidé à vraiment identifier quel message on pouvait établir. Et donc on en a identifié 5 et ce sera important pour tout à l'heure. La première chose, c'est les coraux ont un écosystème extrêmement riche qui contribue à la biodiversité mondiale.
Deuxièmement, il y a des interactions entre les coraux et les hommes qui sont extrêmement importantes et indirectes et directes, mais de nombreuses personnes dépendent directement des coraux. Troisièmement, ce sont les hommes qui les menacent de différentes façons. Quatrièmement, si on travaille collectivement, on peut restaurer avec les scientifiques, on peut restaurer des coraux, et des actions individuelles sont possibles et nécessaires également, même si on n'habite pas près de la mer ou près des coraux. Et ces 5 choses-là sont extrêmement simples, mais extrêmement fortes. Et donc la première chose qu'on a fait avec ce projet, c'est de dire, on va développer ces 5 messages, et on sait qu'il faut répéter les mêmes messages tout le temps. Parce qu'il ne suffit pas de le dire une fois, il faut le dire souvent et sous différentes formes. Et donc ce qu'on a fait, on est parti des 5 messages et on les a dit simplement comme je viens de les dire. On a écrit en 5 lignes, en 10 lignes et en 50 lignes. Ce qui veut dire que chacun qui arrive dans ce projet peut, à sa convenance, aller aussi loin qu'il veut dans l'information. J'ai pensé que c'était trop simple de faire une idée d'une exposition, c'est trop lourd à trimballer, tout ça. Donc on a imaginé quelque chose qui était une interface qui donnait accès à toute une série de ressources, mais que l'interface elle-même devait être la plus simple possible et qu'elle pouvait se trouver à n'importe où, à n'importe quel moment, et que ça ne devait coûter rien. Et donc j'ai imaginé ce tableau là-bas, ou ce poster là-bas, qui est en fait, vous allez voir, c'est une image magnifique d'un corail. On voulait qu'elle soit belle, qu'elle ne soit pas quelque chose qui... les gens veulent être optimistes, même s'ils s'adressent à des problèmes importants. Et on a inclus dans cette image 8 codes que les gens peuvent passer devant avec leur téléphone portable. Tout le monde a un téléphone portable, que ce soit un iPhone ou un Android. Vous allez passer votre téléphone sur un des codes et directement, il va vous envoyer sur un des messages. Et il va vous envoyer sur un des messages dans une image 360 degrés. C'est une présence directe, une action simple, un enfant, un adolescent, une famille, avec un téléphone, un clic, on est dans une image 360 degrés. Et on peut la manipuler, on peut regarder. Et puis en 2 clics, on a l'interview d'un expert qui vous dit en quoi ce message est important, dans un message très court, où vous avez un texte encore plus loin qui vous permet d'en apprendre plus. Et dans le texte, des liens vers les papiers scientifiques qui soutiennent cette question. Mais c'est à vous de le faire. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous l'avez dans votre téléphone. Vous pouvez rentrer chez vous à la maison et vous pouvez explorer toutes les ressources qui sont derrière. Ici, c'est juste un poster. Tout ce qui est important est derrière, quelque part, dans le cloud, hein, comme on dit maintenant. Et donc, l'importance de ça, c'est que, et c'est extrêmement agile, il suffit d'avoir ce poster, tout le monde peut le télécharger du site web qui est créé, à sa demande, à sa dimension, sur le support qu'il veut, pour le mettre où il veut dans son institution. Un enseignant peut le faire sur un poster de cette taille, le distribuer en classe pour que les enfants l'explorent. Et pour une fois, ils pourront utiliser leur téléphone portable en classe, ils seront contents pour le faire. Et puis, il y a sur le site toutes les ressources nécessaires qui expliquent les messages. Et toujours de plus en plus d'infos, de plus vous pénétrez dans le site. Et donc c'était ça l'agilité. L'essentiel du projet, c'est mettre quelque chose à disposition de tout le monde, qui soit intuitif, qui soit qu'on puisse installer partout, et qui soit basé sur une technologie dominante qui est l'utilisation du téléphone. Tout le contenu est adaptable, on peut le changer demain, cette nuit, mais ça reste la même chose. Ce qui veut dire qu'on n'a pas obligé de se poser la question de l'interface. L'interface reste la même, on peut tout changer, on peut tout ajouter derrière, il y a toujours... Et ce qui donne, évidemment, et ça c'est important, différentes approches pédagogiques. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé de vous vendre un projet de musée, en vous expliquant, c'est comme ça que les gens se comportent dans le musée. Ils sont intéressés par ce qui est intuitif, d'utiliser leur téléphone, de parler entre eux, de créer une conversation, et de là, d'être intéressés, d'aller plus loin et de trouver plus d'informations. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un projet de musée. Pourquoi ? Imaginez-vous ce poster dans le métro. Imaginez ce poster sur les grilles du bâtiment de l'UNESCO. Imaginez-vous ce poster sur les grilles de l'hôtel de ville. C'est possible. Rien ne l'empêche. Chacun peut le télécharger. C'est n'importe où.
il se trouve, il va vous donner l'information que vous recherchez. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on a essayé de travailler. Tout le monde peut accéder à l'information où qu'il soit avec la technologie qu'il a. Je ne pense pas qu'il y a plus simple. Et en plus, c'est beau.